Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Votre émission, La Libre Antenne. Oui, c'est votre émission parce que c'est de vous dont je m'inspire souvent pour mes petites introductions. Ainsi, Cogicat Vital écrit sur la page Facebook de La Libre Antenne du week-end que dans La Libre Antenne, justement, nous entendons souvent parler du coup de foudre. Il s'agit peut-être de prémices intenses qui peuvent se prolonger ou pas par l'installation d'un état plus profond. Qu'en dites-vous ? Comment l'amour profond s'installe-t-il chez certains après un coup de foudre, alors que chez d'autres vient le temps de la séparation ? Alors je vous répondrai que certains comprennent vite que ce qui leur a été donné d'emblée doit être cultivé avec soin, que la flamme qui s'est allumée, pour divine qu'elle puisse être, doit être entretenue comme le feu dans un foyer pour ne pas s'éteindre. Et c'est à ce moment-là, précisément, que débute l'aventure avec un grand A. A comme accueil aussi. L'amour n'est pas quelque chose uniquement que l'on donne et qui vous est donné. Il est accueil des différences, acceptation de l'autre, c'est-à-dire accepter que l'autre ne puisse pas penser comme vous, aimer les mêmes choses que vous et cependant ne pas faire obstacle au partage. À la manière d'un jardin, il se cultive quotidiennement pour permettre aux plus belles fleurs de pousser. Le coup de foudre serait en somme l'étincelle qui donne envie, le signe que la rencontre est d'importance et qu'il y a à accueillir en soi ce que cet amour ou ce coup de foudre engage comme processus de transformation de soi-même. De quelle façon on se laisse bousculer sans en perdre pour autant sa lucidité, bien sûr. Tout ça ne doit pas être très théorique comme je le raconte là. Il ne s'agit pas d'accepter toutes les compromissions et sacrifier sur l'autel du coup de foudre ce qui est vraiment soi. C'est donc un exercice d'équilibrisme qui tend à magnifier le meilleur de soi et de l'autre et non verser dans l'effort de devenir un autre ou une autre sous prétexte d'amour. Parce que là, on tombe dans une relation de pouvoir et d'emprise. En fait, il y a une petite musique à trouver, unique à chaque couple, dont l'harmonie doit être juste et belle, même si elle est difficile. Et parfois, il faut du temps pour trouver l'accord. Souvent même, il faut du temps. Et c'est plutôt bon signe. Le coup de foudre n'est donc pas un bon signe en lui-même. Tout dépend de la suite qui lui sera donnée. Alors, si vous souhaitez poursuivre sur ce sujet ou intervenir sur d'autres thèmes, libre à vous, bien sûr. Sonia et Corentin attendent vos appels au 39 21 et c'est Valentine qui réalise cette émission. N'hésitez pas aussi à réagir par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou par mail sur europe1.fr, rubrique Libre Antenne 39 21. J'attends vos appels. Bonsoir Géraldine. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Je vous remercie, vous et votre équipe, de m'avoir recontacté. Voilà, je vous appelais initialement parce que, en fait, comme je l'expliquais dans mon mail, je rencontre pas mal de problèmes de relations avec les gens, enfin, dans les rapports humains en général. Et du coup, là, je me rends compte que c'est quelque chose de plus en plus présent dans ma vie. Et en fait, ça me pèse, quoi. Oui. Ça me pèse parce que du coup, ça veut dire ne rien construire avec d'autres personnes, enfin sur le plan professionnel, amical ou autre. Et du coup, je sais pas trop. Je sais pas comment faire en fait parce que j'ai l'impression de pas très très bien me comporter tout le temps avec les gens. Oui. Et pardon. Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment. J'arrive pas à me révéler telle que je suis vraiment et du coup, je pense que ce que je montre aux gens, c'est la version de moi, mais avec armure et tout ça, quoi. Et Géraldine, est-ce que vous pensez que c'est de l'ordre de quelque chose que vous ressentez, mais c'est pas ce que voient les autres? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose rien qu'à vous? Ou s'il y a vraiment des éléments qui vous permettent d'avancer ce que vous avancez ce soir? C'est-à-dire, avant de savoir comment faire, savoir qu'est-ce qui a vraiment lieu,
et pourquoi ça a lieu. Vous voyez, avant d'aboutir à comment faire autrement, c'est-à-dire, vous en êtes venu à cette conclusion par quels événements? Qu'est-ce qui vous a été renvoyé? Est-ce que vous avez le sentiment que les gens veulent pas de votre compagnie ou que c'est conflictuel quand vous adressez aux gens? Vous voyez, qu'est-ce qui se passe en vrai? En fait, c'est un petit peu tout ça. Et donc là, l'élément qui a été déclencheur, on me l'avait déjà dit, mais là, j'ai eu jeudi dernier, j'ai eu un mail avec un de mes responsables universitaires. Et du coup, il m'a dit, mais avec vous, à chaque fois qu'on va pas dans votre sens, c'est qu'on est en conflit avec vous, c'est qu'on vous veut, et c'est pas du tout ce que je cherche à faire. Enfin, là, ça a été vraiment le dernier cas, mais je pourrais citer tout un tas de choses comme ça. Et quand ça arrive, au moment où ça arrive, vous en avez pas conscience, pardon. Vous avez été un peu étonné de son mail ou au moment où vous avez lu son mail, vous dites ah oui tiens mais je m'en étais pas rendu compte ou je le ressens pas au moment où ça se passe. Vous n'avez pas conscience de votre comportement? Non, je me rends pas forcément toujours compte quoi. Après, ça m'arrive de repenser le soir et de me demander l'image que je véhicule aux autres quoi, parce que du coup, je me dis pour que ça finisse par se passer. Vraiment pas bien à chaque fois. Mais sur le moment, en fait, il n'y a pas d'information qui vous parvient. C'est après coup, toujours. Oui, c'est vraiment quand je repense à la situation de me dire qu'est-ce qu'il ou elle a pu ressentir, qu'est-ce que j'ai pu dire, comment il aurait pu le prendre. C'est juste que je vais essayer de me mettre à la place de l'autre et me dire j'essaie de repenser à peu près à la scène et à ce que j'ai pu dire à ce moment-là qui aurait pu éventuellement être blessant. Mais je sais présenter des excuses quand c'est nécessaire, mais je sais pas, j'ai l'impression de m'agresser. Ouais. Là, si je reprends votre exemple, en fait, ce qui vous signifie, c'est que, en fait, quand on n'est pas d'accord avec vous, vous le prenez mal. Vous seriez, par exemple, susceptible, on pourrait dire ce mot-là? En fait, je pense que ça dépend surtout de la façon dont c'est fait, parce que non, après, moi, je suis pas contre le fait de pouvoir débattre, et au contraire, mais là, notamment, mon responsable à l'université, c'est vrai que lui et moi, le premier contact qu'on a eu ensemble, en fait, ça s'était vraiment pas très bien passé, et tout au long de l'année, en fait, comme ça s'était mal passé, je me suis dit qu'il me détestait et tout ça, et donc c'est vrai que moi, j'ai une attitude défensive, du coup. Si j'ai le sentiment que je suis pas appréciée ou quoi que ce soit, je me referme encore plus. Mais au final, je finis par trouver que c'est cette situation-là, quoi. D'accord. Parce qu'à l'université, notamment, là, moi, c'était une reprise d'études, donc je suis avec des étudiants qui sont âgés de plus de 10 ans, 10 ans de moins que moi, au moins. Et du coup, par exemple, le premier truc que j'ai fait lorsque je suis rentrée, quand j'ai repris la formation avec ces plus jeunes que moi, ça a été de me dire ah bah oui, non mais ils ont moins que toi, donc ce sont certainement pas des gens intéressants du coup, au final, je me suis renfermée de tout le monde, alors qu'il y avait des gens sympas dans la promotion, mais au final, j'ai fini par faire en sorte que plus personne ne veuille travailler avec moi ou quoi que ce soit, quoi. Oui, vous vous isolez. En fait, vous avez une image de vous-même très déformée et vous en faites vite une affaire personnelle. Du coup, tout ça est très obsédant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pense de moi? Qu'est-ce qui se dit? Est-ce que, par exemple, même dans la rue, un regard de quelqu'un d'inconnu peut vous déstabiliser, vous dire qu'est-ce que me veut cette personne? Pourquoi elle me regarde? Ça peut se traduire comme ça aussi pour vous? Oui, après, non, je suis pas non plus à me, comment dire, à le prendre pour vous systématiquement, vous voulez dire? Voilà, oui, c'est ça. Je suis pas non plus tout le temps. Je pense pas non plus être tombée dans un système où je. Oui, vous pensez que tout le monde est contre vous. Voilà. D'accord. Mais du coup, vous avez raison sur le fait de. Je pense que ça vient du manque de confiance. Plutôt d'estime, de valeur. Ouais. Mais c'est pas tant une confiance, parce que la confiance dans vos capacités, manifestement, si vous reprenez l'université, si vous dites rien à partager, bon, j'ai pas l'impression que ce soit du côté de la capacité que ça se passe chez vous, mais plutôt du côté de quelle valeur vous avez. Est-ce que ça vaut le coup qu'on rentre en contact avec moi? Est-ce que je vaux le coup? Quel intérêt y trouve l'autre? Quel intérêt j'y trouve? C'est tout autour de la valeur, de qu'est-ce qui s'échange dans un lien.
Quelle image de vous aviez quand vous étiez petite, Géraldine? Ou qu'est-ce qu'on disait de vous dans la famille? J'ai pas. Qu'est-ce qu'on disait de moi? Que je faisais que des bêtises. Enfin, on était toujours en train de se plaindre de moi, quoi. En fait. Sauf que moi, je me suis pas vue comme. Je me suis jamais vue comme un enfant qui faisait beaucoup de bêtises, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, mais vous étiez le vilain petit canard dans la fratrie? Vous diriez ça, Géraldine? Oui. Un peu. Oui. Vous étiez combien de frères et sœurs? En fait, c'était compliqué parce qu'il y a eu pas mal de mariages et de remariages, mais en tout, j'avais 6 demi-sœurs et un demi-frère. Voilà. Et donc une histoire de place. D'accord, donc une place pas évidente pour vous. Au milieu de tous ces demi, où est l'entier? Ah, mais moi j'étais en dernier en fait. Oui. Donc d'une maman et d'un papa recomposés de plusieurs histoires avant, en tout cas de plusieurs mariages. Oui, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Et l'unique enfant de ce couple recomposé. Oui. Oui. Mais voilà, mes parents m'ont pas, m'ont jamais caché qu'ils m'avaient pas désiré ni rien, donc. Ils vous ont pas désiré. Vous étiez un accident, c'est ça? Oui. Je pense que j'étais plus un moyen de retenir. Je crois que ma mère est tombée enceinte et comme mes parents étaient assez vieille France, entre guillemets, où tomber enceinte hors mariage, c'était pas bien. Voilà, je pense qu'il y a eu ce. Et du coup, ils sont restés ensemble et votre arrivée a fait que le couple s'est construit autour de vous? Ou votre maman a... Oui, c'est ça, oui. Oui, donc vous avez une vraie place. Vous voyez, vous avez beaucoup de valeur puisque votre arrivée a permis à ce couple de se construire et de poursuivre alors. Oui, mais après, ils sont pas restés, ils sont séparés par la suite, quoi. Mais ils sont restés ensemble quelques années. Mais voilà. Vous avez eu le sentiment que vous aviez dérangé un ordre établi, quelque chose qui marchait bien sans vous? Non. Je sais pas, non, je me suis pas posé en ces termes-là. Parce que je pense pas que, en fait, quand c'est arrivé, je crois que ma mère est tombée enceinte, même pas un an après. Elle est tombée enceinte très très rapidement après l'avoir connue, quoi. Donc, j'avais trouvé une lettre quand j'étais ado qu'elle lui avait écrite quand elle était enceinte de moi et où elle disait où elle dit que c'est un accident, mais que du coup, que j'étais un accident, quoi. Mais qu'elle décide de vous garder, qu'elle tient à vous. Oui, mais en fait, je pense que elle n'a pas eu les enfants qu'elle voulait, quoi, en fait, ma mère. Oui, adolescente, en fait, c'est difficile de découvrir ça sur sa propre naissance. Vous en avez parlé après avec votre maman ou vous avez gardé ça pour vous? Non, je lui en ai jamais parlé, mais en fait, j'ai coupé très très rapidement les contacts avec mes parents. En fait, je les ai pas revus depuis très 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 longtemps. Depuis très longtemps, d'accord. Oui, ça doit faire 17 ou 18 ans que je les vois plus. Et vous avez 32 ans, donc très jeune, vous avez coupé, c'est ça, les ponts vers 17-18 ans? Oui, je suis partie. Oui, après votre majorité? 17 ans, je suis partie. Parce que la communication, le lien n'était plus possible selon vous, ça vous faisait mal, la discussion n'allait pas, l'échange n'était pas possible. Pourquoi vous êtes partie? C'était une question c'était devenu une question de survie pour moi parce que oui. Mes parents c'était des gens destructeurs, quoi. C'était destructeur pour vous. Et d'où l'armure dont vous parliez tout à l'heure. Oui, mais elle s'est forgée vraiment avec le temps, quoi. Parce que avant, je me rappelle que quelques années en arrière, on pouvait discuter avec moi, on pouvait s'approcher de moi, quoi. Et aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Parce que ne serait-ce que parce que je suis sûre que mon visage est très très fermé et que du coup, c'est normal que les gens n'aient pas forcément envie de venir vers moi. Géraldine, j'ai une question. Vos parents ont essayé de reprendre contact avec vous, d'aller vers vous, de renouer le lien? Non, jamais. Ah, vous êtes partie et n'ont rien cherché à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait? Non, ils ont juste cherché à contacter un juge pour pouvoir se désengager de ma responsabilité, mais c'était tout.
C'est les seules choses qu'ils ont faites, en fait. Ah oui, c'est peu d'amour, ça, pour vous, Géraldine. Je comprends qu'avec les années, vous voyez, c'est pas tant une armure, l'image qui me vient, c'est comme une gangue qui s'est petit à petit refermée, parce que c'est beaucoup de douleur. Donc, il y a eu ce choc de ce départ, et puis en vous protège. Quelquefois, vous savez, dans la vie, effectivement, en voulant quitter un milieu familial, un univers qui nous est toxique, dans lequel on n'est pas bien, où on se sent en danger. Alors, effectivement, on part jeune, comme vous le faites, Géraldine, et puis... en fait, on va chercher à s'enfermer pour se protéger. Bizarrement, vous voyez, c'est que presque de façon naturelle, un peu comme on mettrait des coques de protection, je reprends aussi l'image de votre armure, ça se forge année après année pour ne plus ressentir déjà cette douleur initiale et puis se dire on me fera plus ce qu'on m'a fait auparavant. Donc il y a des couches comme ça qui se forment. Alors que finalement, la douleur vient maintenant du fait d'être emmuré, beaucoup plus que du fait d'être parti. Vous voyez, en avançant dans cette armure, dans cette prison que vous vous êtes construite par protection. Aujourd'hui, c'est ça qui vous rend malheureuse en fait. Ce que vous pensiez être protecteur devient finalement encombrant pour vous, difficile pour avancer. Donc c'est faire l'expérience maintenant pour vous, Géraldine, de desserrer un peu cet étau-là, de montrer que vous êtes sorti d'un milieu pour vous protéger, que vous pouvez justement, alors là je reprends le mot de confiance, aussi vous faire confiance pour de la protection personnelle. Parce qu'à partir du moment où vous avez créé un acte fort de dire quelque chose m'est mauvais, m'est toxique et je m'en vais, alors à quoi je m'autorise à m'exposer ? Parce que finalement, c'est ça que vous renvoie votre prof d'université, c'est on peut pas vous approcher parce que sinon vous mordez ou ça se passe pas bien, parce que vous avez peur tout simplement qu'on vous fasse du mal. Après, je peux pas toujours l'expliquer aux gens, quoi. Mais non, ça je comprends. Mais c'est petit à petit évaluer les situations comme celle-ci, par exemple, dans lesquelles il n'est pas nécessaire de mettre cette protection-là. Il y a plein de situations où vous avez peut-être encore besoin de cette protection, mais il y en a aussi d'autres où vous pouvez la lâcher. Et puis moi, j'ai envie de vous inviter, vous êtes encore toute jeune à 32 ans, peut-être de voir quelqu'un, en tout cas d'élaborer autour de ce départ pour en faire quelque chose pour vous, pour pas que ça reste juste une fuite et une protection, mais de la traverser. Vous savez, on peut pas se construire contre. Quand on se construit contre, on se construit en défaut. Et vous, effectivement, c'est ce que vous avez fait pour vous protéger. Vous avez commencé à vous construire contre. Maintenant, vous arrivez à un stade, à 32 ans, près de 15 ans après cette séparation, d'arriver à vous construire avec. C'est-à-dire avec une certaine forme d'héritage. On n'échappe pas à son héritage. Mais d'en prendre ce que vous souhaitez en prendre. Mais pour ça, il faut aller le revisiter. Il y a sans doute pas tout acheté. En tout cas, il y a un endroit d'où vous venez et de cet endroit, il y a une destinée. Et pour pas freiner votre croissance intérieure, même votre croissance dans le monde, là, vous reprenez des études. Donc, j'imagine qu'il y a un projet très personnel aussi derrière, non ? Oui, il y a un projet qui me tient à cœur depuis pas mal d'années. Oui. Ah oui, donc c'est intéressant que vous appeliez à ce moment-là où ce projet très personnel qui vous tient à cœur, ça prouve que vous ouvrez une partie de votre chrysalide pour exister dans votre désir. Il y a Gabriel qui envoie un message pour dire, Jacques Salomé dit sur les enfants dits non désirés, ils sont nés du plus beau des désirs, c'est-à-dire un désir inconscient. C'est vrai, c'est une histoire d'amour, un enfant non désiré, hein. C'est dans l'acte de l'amour que l'enfant naît, que la femme tombe enceinte. Oui. Donc c'est un très joli lien entre votre mère et votre père. Qu'est-ce que veut dire un enfant non désiré ? Ça veut dire que la mère et le père se sont pas mis d'accord pour avoir un enfant, ils l'ont pas désiré. Mais la naturelle en a décidé autrement. Et vous, Géraldine, en avez décidé autrement. Parce qu'on choisit aussi un peu ses parents. Enfin, si on croit aux destinées et au karma, vous êtes venu, vous, dans cette famille-là, pour y éprouver quelque chose et pour la quitter, parce que c'était peut-être pas le bon endroit pour vous, le bon atterrissage, mais encore une fois, ne vous construisez pas contre, parce que le contre vous enferme, et là vous êtes dans l'enfermement. Ouais.
Et c'est ça qui vous tend. Vous voyez, ça qui, comme vous dites, avec les autres, je me sens pas bien, un peu rigide, un peu tendu, peut-être mon visage montre des choses, et du coup vous inquiétez. Et en plus, ça rejoue la scène initiale avec vos parents de la non-acceptation, parce que si vous êtes partis et qui n'ont pas cherché ni à vous retenir, ni à faire alliance avec vous, leur enfant, vous voyez comme c'est violent. Donc vous êtes rejeté à cet endroit-là. Donc évidemment que vous craignez en permanence le rejet quand on est tout jeune et qu'on s'en va parce qu'on souffre et que des parents cherchent pas à comprendre pourquoi on souffre. C'est excessivement douloureux ce que vous vivez, Géraldine. Oui, bah oui. Ben oui. J'espère que vous le savez, que vous en prenez la mesure de cette douleur. En ce moment, je la mesure bien, oui. Ça va. En ce moment, pardon, j'ai pas entendu. En ce moment, je la mesure bien, la douleur, oui. Oui. C'est vraiment devenu lourd à porter, quoi. Mais oui, bien sûr. Et ça m'empêche d'avancer, et je me dis, je passe à côté de ma vie, je passe à côté de plein de moments de bonheur, mais comme j'arrive pas Enfin, j'arrive vraiment pas à faire confiance aux gens, et du coup, je veux pas me révéler telle que je suis, parce que, en fait, je sais pas, j'aurais trop peur qu'on voit... que je suis quelqu'un de fragile, je sais pas comment on vous abîme, en fait, ou qu'on vous fasse du mal, qu'on vous blesse encore. Oui. Parce que la petite fille a été blessée. Bien sûr, bien sûr. Donc vous, c'est une certaine façon de prendre soin de vous, mais qui finalement ne soigne pas beaucoup. Oui, c'est pas productif. Ça apporte pas grand-chose, quoi, finalement. Non, c'était la meilleure. Vous savez, quelquefois, c'est la meilleure façon que vous aviez trouvée à ce moment-là, parce que la plus urgente, la plus essentielle. Et maintenant, vous passez à une autre étape. Il faut passer à une autre étape. Là, vraiment, c'est important pour vous, Géraldine. Donc si vous... je sais pas comment faire, en fait. Il faudrait vraiment là vous faire aider, parce que vous voyez, j'ai pas une recette, si ce n'est vous donner un processus, c'est-à-dire vous placer dans un processus d'ouverture. Mais pour être dans ce processus d'ouverture et faire avec votre histoire et pas contre votre histoire, il va falloir aller revisiter un petit peu cette histoire-là pour en tirer quelque chose sur quoi vous appuyer. Parce que sinon, vous avancez sur des sables mouvants, et puis vous vous enfoncez sans cesse, et puis ça se referme sur vous, jusqu'à finalement empêcher votre marche en avant. Et vous étouffez de douleur, de tristesse, de misère à l'intérieur de vous. Donc pour renaître à vous-même, reprendre votre chemin, et vous avez un projet qui vous tient à cœur, d'aller reprendre avec Géraldine ce chemin-là, comprendre que elle a posé un acte très très fort il y a des années, que cet acte avec les années devient lourd à porter, il est douloureux, et quoi faire? Parce que la question c'est pas comment faire pour l'instant, c'est quoi faire de ça. Parce que dans le quoi faire, vous allez trouver le comment, Géraldine. Vous me comprenez? Oui, je comprends. Et c'est vraiment ça là qui est important pour vous. Et là, pour ça, il y a quelqu'un avec vous, en face de vous, en thérapie, dans la relation d'aide, qui va vous aider à dénouer des fils, à décortiquer, à reprendre avec Géraldine par la main, petit à petit, depuis son départ et sa plus tendre enfance. Qu'est-ce qui s'est joué là de si douloureux, et de quoi elle a encore besoin de se protéger? Parce que la fragilité, c'est ce qui va vous rendre très forte. Jusqu'à présent, il y a une certaine force. Alors une force dans le sens d'un passage en force. Mais en rencontrant votre fragilité, il y aura une force plus tranquille. Une force moins forte comme ça, vue de l'extérieur, mais une force beaucoup plus solide à l'intérieur. Parce que bien en accord avec, fragilité, mais très bien, bien sûr qu'on est tous fragiles. Ça fait partie de la vie. D'accord. Écoutez, je vais méditer un petit peu tout ça alors. Ouais. Et puis pas seulement méditer, poser un acte, Géraldine, pour vous. En fait, j'ai déjà vu des psychanalystes et des psychologues il y a quelques années, et en fait, ça m'a aidé, ça m'a apporté pas mal de choses, mais je me dis en même temps, est-ce que ce qui m'arrive en ce moment est plus par rapport au fait du manque d'estime de soi? Parce que finalement, tout ça, c'est le travail de toute une vie, quoi. De se construire, et à travers... l'enfance, c'est le tout premier truc qui marque nos vies. Donc, je me dis...
enfin, ça fait des années que je suis sortie de l'enfance et j'espérais être. Et quoi, vous dites quoi, que c'est trop tard ou que maintenant, quand j'en suis sortie, c'est plus la peine d'eux? Non, c'est pas ça. Oui. Non, c'est peut-être moi qui suis pas très claire. Oui, non, j'ai pas compris. C'est pas par rapport au fait de c'est pas la peine ou c'est trop tard. Je pense pas qu'il soit trop tard. C'est juste que, en fait, moi, j'ai vu déjà quand même pendant plusieurs années des psys. Et je me dis, le fait que ce soit toujours là, le fait que ce soit tout un tas de choses qui soient pas encore réparées, je me dis, est-ce que j'ai une chance vraiment un jour que ça marche, quoi, parce que... Bien sûr. Géraldine, d'abord, est-ce que vous dites, ça m'a apporté des choses, donc ça vous a aidé déjà, le travail que vous faites? Ça m'a aidé. D'accord. Oui. Ok. Alors, à mesure qu'on avance dans la vie, oui, c'est vrai, j'ai envie de vous répondre, c'est sans fin. Sans fin dans le sens où, de façon très, très symbolique, très spirituelle, on passe des portes, des seuils, mais on avance. Imaginez une espèce de long couloir, un long tunnel, la lumière au bout d'une certaine manière, on pourrait dire, voilà. Et on passe par des endroits très sombres, très difficiles, des portes très étroites, des portes un peu plus grandes. Et puis, à chaque étape de vie, même en faisant un travail sur soi, il y a des moments où on cale, le moteur il cale, où il est fatigué, où il y a un endroit où, je sais pas, il manque quelque chose, une courroie, il y a quelque chose qui... Et ça, c'est la vie, Géraldine. Le rêve de toute puissance d'un être qui serait totalement réalisé, qui irait tout le temps bien, qui ferait tout ce qu'il fait toujours bien, qui ne serait jamais malheureux, etc. Mais ça n'existe pas. Et puis ce serait totalement morbide. Alors, ça s'appellerait un robot à ce moment-là. Mais un être humain, c'est excessivement vivant et changeant, avec ses humeurs, et donc et chacun a son histoire, et la vôtre est singulière comme celle de tout à chacun, avec à chaque histoire, des choses pas faciles, bien sûr. Et c'est pas donné d'avance, c'est pas écrit de dire ah bon, alors c'est foutu, j'ai 32 ans, puis toute ma vie je vais me porter cette douleur-là. Déjà, vous me dites, il y a des petites choses que j'ai réussi à apaiser en moi. Donc, vous vous rendez compte qu'en étant allé un peu en thérapie, il y a des choses qui sont arrangées. Et puis, à un moment donné, vous savez, parfois, on a des bottes de 7 lieues, on passe des étapes un peu plus grandes. Alors, on est tout content d'ailleurs. On dit ça, c'est résolu. Regardez déjà, peut-être ça vous aiderait, Géraldine, à voir ce qui a été résolu depuis dans les épisodes de thérapie que vous avez faits, parce que ça vous donnera du courage. Et pour poursuivre, parce que baisser les bras en disant, c'est quel choix vous avez de dire ok, je continue à souffrir et à avoir mal et à porter ça parce que c'est mon lot, vous voyez, c'est le boulet que je dois me traîner, et puis c'est écrit comme ça. Bon, oui, mais vous pouvez, bien sûr, je vais vous dire oui, mais alors elle est où votre liberté d'être, votre responsabilité, votre capacité de choix? Vous êtes beaucoup plus grande que tout ça, voire plus grande que l'histoire et l'embryon d'histoire dans lequel vous êtes aujourd'hui. Oui, non, mais je pense que je reprendrai de toute façon un travail thérapeutique. C'est juste que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des douleurs en fait qu'on traîne jusqu'à la fin, et même si on essaye de tout faire pour les réparer, Non, pas de la même. Je vais vous dire, oui, on les traîne pas, on les a, mais elles ne vivent pas de la même façon. J'aime bien, je prends souvent l'image d'une plaie à vif et d'une plaie cicatrisée. Vous aurez des cicatrices, voilà. Mais il y aura plus ces plaies purulentes, il y aura plus des pansements où vous n'avez pas nettoyé les plaies et elles vous font mal. Blessez-vous et nettoyez jamais la plaie. Vous allez voir le pus comme ça fait mal. Même vous avez une toute petite blessure au doigt, souvent. Des choses complètement anodines. C'est toutes petites blessures qui vont vous lancer la nuit, ou voilà, une petite coupure idiote. Voilà. Et un jour, voilà, elle se répare et puis il reste une petite trace sur la peau, mais on la sent plus. C'est ça qui va se passer. Donc oui, il y aura certaines fêlures encore, et puis quelquefois la blessure fera mal à certains moments, mais vous pourrez avancer avec beaucoup plus de paix à l'intérieur de vous. Par contre, ce que j'entends, Géraldine, et c'est vrai quand on souffre et que c'est dur, et ce que j'entends derrière vos mots, c'est ce qu'un sociologue a fait un très beau livre là-dessus qui s'appelle La fatigue d'être soi. Sur le côté dépressif justement de la société. Vous êtes dans la fatigue d'être vous-même, de vous porter. Oui, c'est épuisant. Ouais. Voilà. Et cette fatigue-là, on se dit, c'est pas la peine que j'aille chez le psy, parce que de toute façon, je pèse 20 tonnes et que je continuerai à peser 20 tonnes si j'y vais. Faites confiance. Là, c'est pas avoir confiance en vous, c'est faites confiance dans l'autre.
faites un pacte de confiance avec un thérapeute qui vous plaira, avec lequel vous entendrez bien, et faites-lui confiance pour vous aider. Vous avez besoin de placer votre confiance dans un autre ou une autre, parce que la confiance a été rompue avec les parents, les personnes en qui on devrait avoir le plus confiance. Ouais. À un âge où vous étiez encore une toute jeune fille, 18 ans, c'est une toute jeune fille, c'est pas un adulte. Vous n'étiez pas adulte encore. Donc, à peine non adulte, vous avez dû être dans la défiance. Vous devez apprendre la confiance dans l'autre et l'estime de vous. Et ça ira en plaçant votre confiance dans quelqu'un, notamment dans un thérapeute. Il y a Adèle qui dit « J'ai caché la même chose en affichant en permanence un sourire à toute épreuve. Ça ne marche pas génial non plus. Comme vous, Géraldine, je vais devoir demander de l'aide. Bise Adèle. » Et puis il y a Feuille d'érable qui dit « Le MDR pourrait être une grande aide. Je pense ça m'avait beaucoup aidé pour ma part. Bon courage. » Vous pourriez regarder où un thérapeute en EMDR. Et puis René qui dit « On entend votre grande souffrance, on entend aussi votre sensibilité, votre intelligence. Voyez un psychanalyste. » Et Félix qui dit « Géraldine doit tout simplement lâcher prise, prendre conscience que la solution est entre ses mains et non celle des autres. » Et David ajoute « J'ai été comme vous et finalement la vie vous donne des rencontres formidables, devenant la famille que l'on se fait. » Il vous laisse son téléphone, David, si vous voulez. D'accord. Et Félix aussi pour échanger avec vous. C'est très gentil. Votre sensibilité sera un atout, Géraldine, dans l'avenir. C'est pas rien de nous avoir appelés ce soir pour nous parler comme vous nous parlez. Vous voyez, vous n'êtes pas du tout dans une stratégie de défense absolue. Sinon, on consulte pas et on parle pas de soi comme vous le faites quand on est en stratégie de défense. Donc vous êtes là ce soir, vous venez déjà d'ouvrir une porte. En tout cas de l'entrouvrir. D'accord. Et vous voyez, ça fait pas mal, non? Non, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Il y a un peu d'émotion, mais ça fait pas mal. Ouais, c'est bien. Laissez les larmes couler si vous avez besoin. Je vous embrasse fort, Géraldine. Oui, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Merci de nous avoir appelés. Merci. Soirée, au revoir, Géraldine. Géraldine, un message d'Aliso pour vous qui vous dit la plus cruelle des blessures, c'est celle qui empêche de voir, d'imaginer, de comprendre la douleur possible de l'auteur de cette blessure. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Et si je peux me permettre, je voudrais dire un petit mot à Géraldine. Oui. Parce qu'elle m'a beaucoup émue. Oui. Je voudrais lui dire que comme elle, j'avais des parents toxiques, que j'ai pris un peu le large. Ouais. Pas autant qu'elle, mais bon, parce qu'ils étaient certainement un peu moins, mais quand même, j'ai pas mal pris le large. Et même encore maintenant, il me reste ma maman. Et elle est très toxique, je le sais. Oui. Donc je prends le large régulièrement et je la protège de mes enfants. Enfin, je protège mes enfants d'elle. Parce qu'elle essaye, en fait, sans le savoir, elle fait des choses qu'elle a fait avec moi, qu'elle reproduit sur mes enfants. Et donc des fois, je suis obligée d'intervenir et de me fâcher et de mettre de la distance, quoi. Et quel conseil vous donneriez à Géraldine, justement, autour de cette blessure? Et qu'est-ce que vous avez fait? Oui. Déjà, j'ai avancé, j'ai construit, j'ai fait mes projets. Donc je pense que elle, ces projets qu'elle a, qui lui tiennent à cœur, comme ses études. Après, peut-être, j'ai pas suivi tout son témoignage, mais peut-être qu'elle, je sais pas si elle a construit une famille ou si elle souhaite le faire, mais peut-être qu'elle construira sans doute une famille. Elle s'appuiera. Bien sûr, la thérapie peut l'aider, évidemment. Mais je pense s'appuyer sur tous ces projets. Et puis aussi, ce qu'il faut qu'elle se dise, parce que j'y ai pensé, parce qu'on a le cas dans notre famille. Alors, c'est pas de mon côté, c'est du côté de mon époux. Il y a des gens qui sont extrêmement fiers dans leurs préjugés. Et il est possible que ses parents ne soient jamais revenus parce qu'ils estiment que c'est pas à eux de revenir. Oui, c'est vrai. On a le cas dans notre triste, famille. Mais c'est vrai. Oui. On a ma belle-mère. Il y a un petit-fils dans la nature. On ne sait pas où il est. Il est d'un fils décédé. Oh là là. Et ça s'est passé quand mon époux était très, 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 très jeune. Et donc, elle s'est fâchée avec la belle-fille qui a accouché au moment où le mari était décédé, déjà. Et elle n'a jamais revu l'unique petit-fils de son fils décédé. Mais parce qu'elle est comme ça. Je veux dire, même nous, on coupe pas les ponts. Mais c'est parce que nous, on met notre mouchoir sur beaucoup de choses que les ponts sont maintenus. Mais sinon, en fait, elle est là-dedans, quoi. Il y a des personnes qui sont dans leur comme un principe idiot. Comme tout. Et c'est pas moi de téléphoner, c'est pas à moi de faire le premier pas, c'est pas à moi de l'orgueil très mal placé, Voilà, donc je voulais aussi lui dire ça, notre témoignage. Merci Ghislaine. Et vous appeliez ce soir pour votre fille, c'est ça? Oui.
je suis maman de 3 enfants qui ont respectivement 33, 30 et 22 ans. Et j'appelle pour la dernière, la Benjamine, qui habite sous notre toit, mais dans un studio indépendant. C'est-à-dire qu'en fait, on a une grande maison et elle a un studio qui est indépendant au-dessus de notre garage. Donc elle peut, si elle le souhaite, rentrer chez elle sans nous voir. D'ailleurs, ce qu'elle fait des fois. Hein. Donc voilà, on la laisse et puis elle passe nous voir de temps en temps. Et donc, elle est quand même... nous la sentons fragile psychologiquement parce que très émotive. Elle a dû changer d'orientation. Elle avait choisi d'abord des études médicales, mais elle a changé d'orientation parce que tout ce qui était rapport à la maladie et la mort la rendait trop angoissée. Donc après, elle a trouvé sa voie, c'était pas un problème. Hein. Elle a des achats très compulsifs, mais quand je dis très compulsifs, c'est-à-dire que ça peut représenter des milliers d'euros, ce qu'elle a fait sur 4 ans, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est ce que j'évalue, ce qu'elle a gagné, quoi. Et des problèmes alimentaires, et donc, un problème alimentaire qu'elle a réglé sur un coup de tête, mais fort heureusement, elle nous en a parlé quand même avant. Elle a décidé de se faire faire une sleeve hors conventionnement. C'est-à-dire que c'est une opération de l'estomac qui consiste à, comme le mot anglais veut dire, un tube, qui consiste à couper l'estomac sur toute la longueur et le réduire pour réduire son alimentation, puisqu'en fait elle mangeait beaucoup. Donc voilà, bon. Donc elle nous en a parlé au dernier moment, heureusement, parce qu'on préférait quand même savoir qu'elle fasse dans notre dos. Hein. Donc on n'était pas trop d'accord, mais on l'a soutenue. Je l'avais déjà soutenue en fait pour ce problème de poids parce que j'étais allée avec elle dans une association, une association qui regroupe des gens qui travaillent sur leur poids et leur manière de s'alimenter, je vais pas dire le nom. Et donc on se réunit régulièrement et moi je l'avais accompagnée alors que j'ai pas du tout de problème de poids, mais bon, je l'avais accompagnée prétextant quelques kilos, mais j'en avais pas vraiment besoin, mais bon, ça la soutenait et tant que je l'ai soutenue, ça a marché, mais très rapidement en fait quand j'ai arrêté, en fait elle a arrêté aussi et son problème de poids a repris. Et donc elle a fait cette sleeve. À savoir qu'elle était en couple avec un garçon qui avait aussi un problème de poids, de très très important, de surpoids, et qui l'a beaucoup isolé de son entourage. Et en fait, il l'a isolé, pas du tout soutenu au moment de l'opération, qui a quand même été très dure parce que c'est quand même une opération, c'est pas anodin. Oui, mais lui, la faisait pas cette opération, donc j'imagine qu'il n'était pas très soutenant. Non, puis il n'était pas soutenant de toute façon de manière générale. C'est-à-dire que moi j'avais déjà vu des petites choses, mais je m'en mêlais pas. Mais tout a ressurgi après, c'est-à-dire que après l'opération, forcément, dans des moments critiques comme ça, vous avez besoin des autres, parce que elle avait besoin, par exemple, elle s'alimentait de rien, c'est-à-dire une cuillère à soupe, mais il fallait des potages. Il y en avait, c'est moi qui me suis mis à la cuisine pour le poisson mixé, le potage mixé. Bon. Ça, à la limite, on peut comprendre, mais par exemple, il exigeait 2 jours après qu'elle sorte du bloc qu'elle aille faire ses courses. Ah oui, dis donc. Donc, il y a eu plein de choses comme ça qui ont fait que elle a un peu ouvert les yeux petit à petit. Elle s'est pas sentie soutenue alors qu'elle voyait bien que nous, qui n'étions pas pour ce qu'elle avait fait, on l'a soutenue quand même. Et donc une accumulation de reproches, de non-considération et puis une rupture de sa part, mais qui était une rupture de dépit parce qu'en fait il voulait la couper de sa dernière copine qu'elle avait et elle a refusé et là ça a été un sursaut. Voilà, il lui a envoyé un SMS en lui disant je te quitte. Et là j'ai senti, on était à table avec ma fille, elle mangeait rien mais son petit truc de rien du tout que je lui avais préparé et j'ai senti une lassitude mais profonde. Après, ça faisait 3 ans qu'elle était avec. Et là, elle a décidé de s'isoler, en fait. C'est-à-dire que lui est resté dans le studio. Et elle est revenue habiter chez nous, dans sa chambre. Oui, mais le studio, c'est chez vous ? Oui, mais en fait, avec une entrée indépendante. Oui, et puis mais pas du tout. Oui, mais c'est vous qui décidez. Alors là, en fait, c'est elle qui a décidé de revenir. Et puis, le copain, de toute façon, il n'avait pas d'autre solution que d'être dedans.
D'accord, mais ça c'était quand? Là, récemment? C'était ça s'est produit au mois de juin, très rapidement en fait, quand elle a fait cette opération. D'accord, il y est toujours dans le studio? Non, il n'y est plus. D'accord, il est parti. Il est parti. Ok. Donc ça c'était voilà, elle s'est isolée parce qu'elle voulait prendre le temps de réfléchir, mais elle sentait que ça n'allait pas bien et voilà. Et en fait dans cet isolement, elle s'est précipitée, pour moi précipitée, hein. Bon, je dis ça, c'est mon jugement, hein, j'ai peut-être pas raison, hein. Mais elle s'est précipitée sur un ancien ami, qui n'était pas un petit ami, hein. Ami, bon, qui avait toujours été très prévenant, et d'ailleurs je me souviens qu'il y a 3 ans de cela, il avait fait livrer un énorme bouquet de fleurs à ma fille. Bon, elle avait été étonnée, mais bon, voilà. Bah, ça fait peut-être très longtemps qu'il est très amoureux d'elle, ce garçon. Peut-être, mais bon, en tout cas, voilà. Donc, elle s'est précipitée sur cet ancien copain, alors que moi, je lui avais dit, bon, écoute, prends le temps de réfléchir, de savoir ce que tu veux, où tu veux aller, enfin, voilà, de pas être dans l'impulsivité. Et parce que ça me semblait un peu. Et donc, ce petit copain, elle l'a recontacté au mois de juin, et en fait, elle a commencé à parler avec lui. Certainement aussi pour s'épancher, pour se consoler, etc. Et tout. Pour réparer, oui. Et puis, en fait, et pour aider à la séparation, certainement que ça lui a facilité aussi la tâche. Oui. Et en fait, elle a fini par le fréquenter. Oui. Alors, ça peut paraître un peu dérisoire, et puis en même temps, je ne veux pas être coincée non plus. Non, mais qu'est-ce qui vous inquiète, Ghislaine, alors? Eh bien, ce qui m'inquiète, c'est que... Alors, en fait, nous, on a posé des principes qui sont peut-être pas les bons, en fait, parce que je me pose des questions, finalement. Je me dis, on est toujours tout plein de principes, plein de... Non, mais il y a aussi l'aspect éducatif, donc voilà, sur pourquoi pas? éducatif. D'accord, donc qu'est-ce que vous avez posé? Le copain, le nouveau copain, on a dit non. On a dit c'est trop rapide, on veut pas le voir. On a dit on n'en veut pas chez elle, mais en même temps, chez elle, c'est quand même chez elle, c'est son studio. C'est le studio, exactement. Donc après coup, ça me trotte dans la tête depuis plusieurs jours. Alors elle nous en a un peu voulu, mais elle est pas fâchée avec nous parce que elle sait que on l'a tout le temps soutenue pour l'opération. Oui, vous avez été très présente, les repas, etc. D'accord, donc. Dernièrement, elle a eu un accident de voiture. Bon, vite, on a fait ce qu'il fallait pour réparer. Enfin. Qu'est-ce qui motive votre décision que vous voulez pas que le nouveau copain aille dans le studio? Vous voyez, c'est quoi? C'est parce que vous avez... En fait, parce que moi, ce que j'entends, c'est que l'ancienne histoire, qui est encore assez fraîche, hein, finalement assez récente, vous a aussi un peu traumatisé en tant que maman, enfin, fait quelque chose, et que vous craignez pour elle, en fait. C'est pour ça que vous voulez pas qu'elle aille vite, et vous craignez qu'elle souffre de nouveau, votre fille, qu'elle soit sous emprise, non? C'est ça? Je crains surtout, oui. Je crains surtout qu'elle fasse pas le bon choix. Voilà, c'est-à-dire que ça aille tellement vite que c'est un choix. Excusez-moi, je sais pas si c'est sympa pour le copain, mais un choix par défaut. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous le connaissez? Non, du tout. Bon, et elle le connaît relativement bien, ça fait plusieurs années. Oui. D'accord, donc c'est pas... Oui, vous me diriez, c'est quelqu'un qu'elle a rencontré en boîte ou je sais pas où, au café du coin ou chez des copains. Mais c'est un bon ami et manifestement, ce garçon-là, ce jeune homme-là, l'attend depuis longtemps, lui. Parce qu'il y a 3 ans, le bouquet de fleurs, lui, c'est un peu le corbeau et le renard, hein, il est en bas de l'arbre et il attendait depuis longtemps. Donc il est patient, donc assez amoureux, assez attaché, et il est sans doute très heureux d'avoir une jolie jeune fille à réparer. Oui, puisque c'est vrai que là il est très prévenant, c'est ce qu'elle dit. Bon, après Pourquoi vous lui faites pas confiance à votre fille? Comment? Parce qu'en fait, il s'agit de faire confiance à votre fille là. C'est ça la question. Vous voyez que ça pose. Déjà je la sais fragile quand même. Hein. Je la sais fragile par rapport à tous ses comportements, parce que même là, je veux dire, je pense que ça aurait pu être géré autrement, parce que la sleeve, par exemple, c'est hors conventionnement, on est d'accord. Hein, d'accord. Jamais... Ouais, je comprends. Ghislaine, vous devez entendre derrière la petite musique. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue à échanger autour justement de la relation entre votre fille et vous, et votre fille et son nouveau copain. On reste ensemble, on se retrouve juste après les informations de minuit. D'accord? À tout de suite. À tout de suite, Ghislaine. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Sophie Peters.
c'est la libre antenne qui se poursuit en direct et avec vous au cœur de la nuit, au cœur de vos histoires de vie également. Ici, on parle d'amour, on parle de relations familiales, de relations mère-enfant, de relations au travail, de liens finalement, parce que nous sommes tous en lien dans cette émission. Corentin et Sonia sont là et attendent vos appels au 39 21. Et c'est Valentine, très en lien également avec vous, même si vous ne l'entendez pas et que vous ne la voyez pas derrière ces manettes, qui réalise cette émission. Et puis n'hésitez pas aussi à réagir par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Je vous remercie, vous êtes toujours aussi nombreux à réagir et ça aussi c'est du lien, ou par mail sur europe1.fr, rubrique Libre Antenne 39 21. J'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Et on retrouve Ghislaine. Ghislaine, vous êtes là ? Oui. Bonsoir Ghislaine. Voilà, on était ensemble juste avant les informations et vous nous parliez donc de votre fille pour laquelle vous vous inquiétez, qui a donc fait une sleeve, qui est la réduction en fait, voilà, de l'estomac pour maigrir, qui était sous emprise donc d'un ami qu'elle a quitté finalement en juin, et puis là elle est dans une nouvelle relation et vous trouvez que tout ça va un peu vite à votre goût et que vous avez mis pour l'instant, et c'est pour ça d'ailleurs que vous nous appelez ce soir, parce que vous demandez si c'est une bonne ou pas une bonne idée de ne pas vouloir accepter le copain dans le studio qu'elle habite au-dessus de chez vous. Voilà, et en même temps, je me dis, bon, c'est pas moi seulement, c'est mon époux et moi-même, parce qu'on bien on sûr. était d'accord tous les deux. Donc, voilà, quoi. Oui, et en même temps, c'est légitime aussi de penser ça, puisque normalement, elle paye un loyer. Oui. Pour ce studio. Oui. Donc, donc vous avez... Ah oui. Qu'est-ce qui est légitime alors, puisqu'elle paye? Ça peut être légitime qu'elle puisse faire ce qu'elle veut. Oui, exactement. Bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire. D'accord. Alors, il y a Olivier le patrouilleur qui a envoyé un message pour les informations, qui dit: mais comment cette jeune fille peut-elle faire ses expériences si maman est toujours derrière à arranger les choses? Confiance, dit Olivier. Puis il y a Valet de Cœur qui ajoute: et si vous vous contentiez de faire ce que vous faites de mieux, être une super maman pleine de confiance, soyez là vous-même sans l'envahir et elle vous surprendra. C'est ce que je vous disais juste avant, effectivement, qu'on soit interrompu. C'est moi ce que j'entends dans votre histoire, Ghislaine, c'est une histoire de confiance. Vous êtes inquiète à juste titre, dans le sens où c'est une inquiétude de mère. C'est pour ça que je dis à juste titre. Voilà, comme maman, souvent on s'inquiète, mais quelquefois l'inquiétude verse à trop d'inquiétude et synonyme aussi d'un manque de confiance, c'est que ne pas leur faire confiance dans leur capacité à grandir, à faire les bons choix. Parce que quand vous me dites, par exemple, vous m'avez dit juste avant qu'on se quitte, mais je la sais fragile, voilà, la sleeve, elle a fait ça vite, on n'était pas prévenu. Or, elle a quand même pris une décision difficile et courageuse, une opération comme ça très jeune. Et puis là, elle est peut-être, je dis peut-être, et à vous de voir peut-être, et de le recevoir du coup, ce jeune homme, avec un garçon qui la sécurise, la solidifie, la protège, lui fait du bien, et peut-être que ça va calmer les achats compulsifs par ailleurs. Vous voyez, si elle est dans une jolie relation avec un jeune homme qui prend soin d'elle et qui est très amoureux, ça va l'aider à asseoir sa confiance, à se construire aussi. Oui, sans doute. Plus qu'une maman très inquiète. Oui, parce qu'en plus là, je suis encore inquiète. Mais c'est parce que aussi là, je m'inquiétais aussi parce que je me disais, non seulement c'est peut-être pas légitime, donc ce qu'on lui impose, très certainement d'ailleurs, et puis je me disais, en plus, elle est très fatiguée parce que elle est quand même dans les suites d'une opération où elle mange encore pas beaucoup, et avec des horaires quand même longs, très longs, où elle travaille beaucoup, 10 heures. Et donc, elle est drôlement courageuse, votre fille. Et elle fait la route. Et donc, forcément, elle fait plus de route parce qu'elle normalement, elle travaille à côté de chez nous. Et du coup, comme elle est beaucoup chez le copain, elle fait la route. Donc, oui, tout ça n'est pas... En fait, vous avez un petit peu la réponse à votre question, c'est que, en fait, vous vouliez juste que je vous autorise à changer d'avis. C'est-à-dire qu'on se demandait, quoi. Mais vous vous demandez bien ?
Vous vous demandez bien. En fait, d'être pris aussi en otage par rapport à elle, parce que elle pleure, elle a essayé de nous faire fléchir. Bon, c'est vrai qu'elle a du mal à supporter à d'autres moments les frustrations, par exemple. Oui, mais mélangez pas tout. Qu'elle ait du mal à supporter les frustrations par rapport et ça rejoint l'histoire des achats compulsifs, très certainement. Mais ne faites pas des liens qui ne doivent pas être faits, dans le sens où on parle pas des mêmes choses, c'est donc pas les mêmes niveaux logiques. Ça se passe au même endroit des affects. C'est pas parce que là vous la frustrez, vous la cadrez sur ce plan-là que ça va arranger l'autre plan. C'est pas en lien ça. Parce que là il s'agit d'affect et d'accueil sentimental et de la reconnaître en tant que jeune femme ayant une vie affective. Et vous êtes très important pour elle, manifestement, et c'est pour ça qu'elle pleure. Et je n'imagine pas que ce soit du chantage. Vous dites vous-même qu'elle est fatiguée de faire la route pour aller rejoindre son copain. Et en plus, comme vous dites, c'est pas très légitime, elle paie un loyer. Encore, vous la logeriez, et ce serait c'est votre logement, mais elle vous payerait rien. Mais là, quand même, elle est très responsable envers vous. Donc, elle acquitte ce qu'elle vous doit, alors que vous la logez, et en même temps, elle peut pas y vivre sa vie de jeune fille. Donc, vous n'êtes pas vous légitime à mettre un ordre sur un lieu dans lequel vous lui donnez d'un côté l'autonomie et de l'autre vous la lui retirez. C'est très paradoxal. C'est pour ça que on l'a fait sur le moment, certainement parce que on était un peu, désorientés par rapport à tout ça. Ça allait quand même. Pour nous, ça nous est tombé parce que il y a eu. Mais c'est pas votre vie. Stop, Ghislaine, elle a 22 ans, c'est fini, ce n'est plus votre vie. Comme dit Feuille d'érable, son studio serait à des kilomètres de chez vous, vous ne seriez pas au courant de ses relations et elle vivrait comme elle le souhaite. C'est vrai. Attention là, parce que on passe dans un autre rôle, parent-enfant, après les 20 ans, on n'arrive pas encore à l'adulte, mais un jeune adulte qui a besoin de se construire en confiance et de sentir que les parents lui font confiance. Et donc si vous lâchez pas la bride, vous n'aidez pas à sortir du nid, et avoir peur n'évite déjà pas le danger, ça c'est certain, mais surtout pourrit un peu parce que c'est synonyme que si j'ai peur, c'est que mes parents pensent que j'en ai pas les capacités. Donc comment, et je reviens au message d'Olivier, vous voulez qu'elle construise sa propre confiance en elle. C'est l'âge des expériences, 22 ans. Au pire, allons au pire. Ça se passe mal avec ce garçon. Bon, elle se sera réparée dans les bras d'un autre jeune homme après un type qui lui a quand même fait voir des choses pas très drôles pendant 3 ans. Voilà, elle va apprendre des relations. Vous voulez la protéger de quoi ? En l'interdisant. En quoi cette interdiction va la protéger ? C'est vous que ça protège, mais pas elle. C'est pas très logique, c'est vrai. Et oui, c'est vous que ça protège parce que vous dites, comme ça, nous, on n'a rien à voir si elle se plante. On n'aura pas cautionné l'histoire. Mais vous n'avez pas la cautionner ou ne pas la cautionner. En plus, elle travaille à 22 ans, elle a son salaire, elle paye son loyer, elle est en totale autonomie, votre fille de 22 ans, et vous pouvez vous en réjouir, c'est pas le cas de tous les jeunes de 22 ans. Puis Olivier le patrouilleur rajoute, à trop s'immiscer dans sa vie, elle risque de s'éloigner, pire de faire le contraire en réaction de sa maman. Et ça, c'est assez juste. Et oui, c'est ce que aussi un autre risque. Oui, c'est vrai. Non, j'en souris. Ça doit s'entendre à l'antenne, mais c'est parce que je trouve ces propos très justes. Et oui, tant mieux. Oui. Non, mais bravo, parce que tant mieux que vous questionnez à ce sujet, que vous osiez en parler, que vous appeliez pour ça. Ça s'appelle du courage. Et puis, quelquefois on prend décision, puis on se dit, c'est peut-être idiot finalement. Et si je faisais autrement, et si on faisait, là, on parle de votre mari et vous. Et je trouve ça formidable que vous soyez prêt à vous remettre en cause. Sinon, ce serait de l'orgueil mal placé du principe. On revient au tout début de notre échange finalement. Ouais. Oui, et puis alors que ce soit de mon côté ou du côté de mon époux, on a eu ça, on a eu notre dose. Oui, il y a un vieux proverbe qui dit que les imbéciles qui changent pas d'avis, mais bon, oui, vous pouvez changer d'avis. Et à ce moment-là, le conseil que je vous donne, Ghislaine, c'est que quand vous allez lui en parler tous les deux à votre fille, et que ce soit un peu solennel, parce que ça serait bien que vous soyez deux ensemble pour le lui dire, pas un truc sur le pas de la porte, de lui dire on a bien réfléchi. On avait envie de te voir et de t'en parler. Et en fait, on s'est rendu compte, on a pensé à toi et on s'est dit que c'était ne pas te faire confiance. Un peu tout ce qu'on vient de se dire là. C'est-à-dire que vous allez lui donner l'autorisation, mais vous allez l'argumenter.
C'est là où vous sortez par le haut de cette histoire. Parce que qu'est-ce qu'elle va retenir, votre fille? Bien sûr, elle va être contente du oui, mais elle va avoir aussi confiance en vous. Parce qu'elle va se dire, ah, mes parents, ils ont réfléchi à moi, ils ont pensé à ma situation, et ils ont pris une décision en l'argumentant. Ça tombe pas comme ça, du ciel. C'est-à-dire, vous avez fait un chemin. Et si vous lui faites confiance de lui donner la clé du chemin que vous avez fait pour arriver jusqu'à elle, elle va avoir confiance dans vous, en votre jugement. Ça va créer beaucoup de respect et d'autorité de votre part. Parce que beaucoup d'intelligence, finalement, c'est ça, c'est de l'intelligence relationnelle là dont vous parlez. Tout à fait. Et c'est ça qui compte. Donc vraiment important c'est pas on tient à propos, on a changé d'avis, il peut venir. Non, c'est solennel. Vous prenez un repas avec elle ou un verre et vous en parlez à ce moment-là. Il y a Valet de Cœur qui dit mais quand je vous dis que c'est une super maman, bah oui. Écoutez, merci pour tout. Merci à vous de nous avoir appelés. Hein. Bon, je sais que mon problème était à côté d'autres problèmes un peu. Dérisoire, mais bon. Non, vous savez, quelquefois, oui, après un autre témoignage, on entend ça dans la libre antenne, moi, ça compte pas, mais il y a les petits cailloux dans la chaussure, il y a les grosses blessures, il y a de tout dans la libre antenne, mais le petit caillou dans la chaussure, comme le vôtre, c'est vraiment très, très, très désagréable pour marcher tous les jours. Et puis, ça finit par faire mal, hein, ça blesse. Donc, faut pas rester avec. Donc, on prend aussi les petits cailloux dans les chaussures, dans la libre antenne, et puis aussi les choses beaucoup plus douloureuses ou les drames de la vie, mais il n'y a pas d'échelle et il n'y a pas ceux qui sont plus ou moins bienvenus que d'autres. Donc, tout le monde est bienvenu ici. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous pour votre accueil. Et puis, merci bravo Ghislaine. Pour la libre antenne, j'écoute souvent. J'ai eu du mal à téléphoner. Ça faisait plusieurs jours que je réfléchissais, mais bon, je me suis dit, allez, là, il faut téléphoner. Bravo, vous voyez, vous avez passé le pas. Bravo à vous. Oui. Merci à vous, Ghislaine. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Fabien. Oui, bonsoir. Bienvenue. Allô ? Oui, on vous entend. Vous êtes à l'antenne d'Europe 1, Fabien. Oui, bonsoir. Oui. Donc voilà, je suis dans une situation un petit peu délicate depuis 1 an à peu près. Oui. J'ai rencontré une femme sur mon lieu de travail, si je puis dire. Enfin, pas tout à fait sur le lieu, mais bon, elle est dans un autre domaine que le mien et elle est psychiatre. Et j'ai une relation un peu, assez étrange avec elle. C'est qu'elle m'a parlé. Je ressens quelque chose qui est différent d'amour, comme un classique, si je puis dire. Elle m'a parlé de flammes jumelles. Donc, comme je connais pas exactement ce domaine-là, c'est pour ça que je me permets de vous appeler ce soir à la radio pour découvrir, en parler avec vous. C'est une femme qui est très ouverte, très communicante, et elle m'a conseillé de vous en parler à vous. Ah oui, de flammes jumelles. Oui, c'est. Moi, j'ai jamais entendu dire ce mot-là. Alors, ça voudrait dire d'étincelles réciproques, des flammes jumelles. Oui, si on peut dire. Une gémellité d'étincelles. Oui, mais sauf qu'elle a une autre sexualité que la mienne. Oui. Donc ça empêche un peu nos relations. D'où l'idée de la jumelle, je comprends, parce que effectivement, on n'est pas en réciprocité. Jumelle, c'est côte à côte. Oui. C'est-à-dire, vous avez chacun une flamme, mais elle chemine côte à côte et pas en réciprocité. Par le fait de sa sexualité et de la vôtre qui ne sont pas les mêmes. C'est ce qu'elle a voulu vous dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, la semaine dernière, on s'est un peu fâchés tous les deux. Elle était assez explosive et tout ça parce que j'ai un comportement, si vous voulez, assez affectif, assez passionnel. Un peu insistant, on dirait. Oui. On va dire ça, oui. D'accord. On va dire ça. On a quelques années de différence tous les deux quand même. On a pratiquement 15 ans de différence. C'est-à-dire qui est le plus jeune des deux? Parce que maintenant, avec le syndrome Macron, si on peut dire, on ne sait pas dans quel sens c'est. Oui, non. Moi, je suis plus vieux qu'elle. Vous êtes plus vieux qu'elle, d'accord. Donc, elle a quoi? Elle est dans les 40 et vous avez 55, c'est ça, Fabien? Tout à fait. Tout à fait. Et donc, c'est un domaine que je maîtrise pas vraiment parce que c'est assez nouveau pour moi.
Jamais connu. Qu'est-ce qui est nouveau d'avoir un coup de cœur comme ça? Oui, de connaître une femme comme ça, de cette relation. J'ai toujours vécu, moi, dans un domaine passionné par ma profession. Et là, je découvre une femme qui est complètement différente des autres. Et Comme ça, un domaine passionné sentimentalement par votre profession, c'est ça? Quel est le lien? Oui, c'est-à-dire que je me donnais beaucoup à ma profession, je ne m'occupais pas du tout. Votre passion était dans le travail. Oui, tout à fait. Mais vous avez eu une vie en couple, des enfants, c'est quoi votre histoire sentimentale? Oui, je suis marié avec des enfants, oui, bien sûr. Et quoi, séparés maintenant? Non, pas séparés. Oui, donc dans un couple qui n'a plus de flamme pour le coup? On peut dire, oui, qui a moins de flamme, oui. Oui. Oui, ce qui arrive quand on arrive dans les 50 ans, oui. Et puis là, j'ai découvert carrément une autre femme avec beaucoup de flamme, comme on dit, beaucoup de spontanéité et que je découvre complètement en fait. Je découvre sa joie. C'est une femme très ouverte, avec une certaine culture et un savoir-vivre. Et donc, je ne sais pas trop comment m'y prendre, en fait. Vous y prendre pour faire quoi? Eh bien, qu'on puisse avoir une approche tous les deux équilibrée, si j'ose dire. Et vous y prendre pour avoir une histoire avec elle, c'est ça que je comprends? Une histoire avec elle, oui. Oui, mais vous me dites qu'elle est donc homosexuelle et qu'elle ne souhaite pas avoir d'histoire avec vous. Oui, c'est ce qui... Donc vous me demandez comment faire pour avoir une histoire avec quelqu'un qui ne veut pas en avoir une avec vous? Oui, en quelques mots. J'ai pas l'air... Oui, Fabien, mais je n'ai absolument... c'est comment faire à quelqu'un ce que je voudrais qu'il fasse, mais que la personne ne veut pas. Oui, mais c'est pas spécialement une relation sexuelle que je cherche. Oui, d'accord. C'est une relation plus intellectuelle, beaucoup plus profonde, beaucoup plus passionnelle. Et celle-là existe? Cette relation-là, vous diriez qu'elle existe ou qu'elle est en voie d'exister? Oui, on peut dire, oui, parce qu'on se voit presque tous les jours, oui, approximativement. Pourquoi pensez-vous, Fabien, qu'elle vous a demandé d'appeler la libre antenne, cette jeune femme? Quelle intention elle a? Qu'est-ce qu'elle avait dans la tête quand elle vous a dit ça? Peut-être pour découvrir des choses qu'elle-même ne sait pas tout, aussi. Pour découvrir des choses pour elle-même? Vous pensez ça, vous? Je sais pas. Pour elle-même, je sais pas. Non, alors pour découvrir quoi? Quelque chose. Comme on dit. Qu'est-ce qu'elle en attend? Vous voyez, elle vous demande de faire quelque chose, donc d'appeler Libre Antenne, elle en attend donc quelque chose. Peut-être. Vous pensez pas? Vous lui avez pas demandé pourquoi? Non, je vais pas encore demander, non. Ouais, ce serait amusant de savoir pourquoi, mais c'est dommage, on n'a pas la réponse. Il y a Sergio qui dit, avec toutes ces flammes, prenez garde à ne pas foutre le feu et à ne pas vous brûler. D'accord, oui. On sent que vous êtes perdu, Fabien. Moi, c'est ça qui me frappe. Oui, vraiment. Oui, perdu, parce que je ne sais pas trop comment prendre. Je vous sens tout perdu, là. Oui. Mais vraiment, tout perdu. Oui, je sais pas comment m'y prendre. J'ai presque envie de vous dire, mais le tout simplement du monde, c'est-à-dire d'être le plus authentique possible, de la lâcher peut-être un peu avec vos sentiments et vos flammes là, et d'être. Vous me parlez d'intensité de relation, d'échanges intellectuels, culturels, comme on le ferait avec une super amie. Oui. Vous dites il n'est pas question de relation sexuelle. Je prends bonne note donc, même s'il y a espoir d'eux, mais bon pour l'instant c'est pas un envie, c'est pas une envie que j'ai actuellement. C'est pas votre envie, d'accord, et c'est pas la sienne à elle. Bon, mais vous aimeriez avoir une super très bonne amie, une confidente, une fille avec qui s'amuser, rigoler, échanger. Plus qu'une sœur, oui. Ok. Et là, vous dites comment faire pour pas être lourd, finalement, parce que j'ai l'impression qu'elle commence à vous dire, dis donc, ça va bien, tu me colles. C'est un peu ça. Oui. On peut dire ça. Ouais. Ok. Fabien, soyez le plus
le plus simple, lâcher les nœuds dans la tête de quoi vous auriez envie. Imaginez que ce soit alors je sais pas si vous avez des amis hommes, mais c'est un bon pote, quoi. Et qu'est-ce que vous proposez? De quoi vous avez envie de parler? Vous dites que c'est au travail. On parle beaucoup, on parle de différentes choses, de différents domaines, que ce soit culturel, politique, artistique et autres. On échange beaucoup, on a énormément de communication déjà. Et alors, qu'est-ce qui coince? Il y a des moments où je pense que je suis trop passionnel, il me semble. C'est-à-dire, dites-moi ce que vous faites, ce que vous dites. Passionnel, j'aime bien être proche avec elle, je lui fais des bises, par exemple, ou des choses comme ça. Ah, vous voulez lui prendre la main, la toucher, l'embrasser? Oui. Oui, et ça lui casse les pieds. Voilà, c'est ça. Elle n'aime pas du tout. Alors, et ça, vous avez du mal à comprendre ça, à respecter ça? Oui, j'ai un peu de mal. Pas vraiment, j'arrive quand même à... Oui, c'est pas clair tout ça, parce que vous me dites oui, il n'est pas question d'attirance physique, en fait vous crevez d'envie de la prendre dans vos bras, elle en a juste pas du tout envie. Vous voyez, il y a rien. C'est pour ça que vous êtes perdu, c'est que à l'intérieur de vous, dans votre façon de vous représenter la relation, quand vous me dites oui, on peut dire ça comme ça, on peut dire ça comme ça. C'est juste intérieur, peut-être, oui. Il y a rien de clair, oui. C'est-à-dire vous avez un peu tout mélangé, c'est un peu le foutoir à l'intérieur. J'ai très envie d'elle, mais je sais que c'est pas possible. Et puis je dois pas avoir envie d'elle parce que je suis quand même un homme marié. Et puis tout ça serait bien compliqué. Ça peut du coup être une super copine, mais quand je la vois, j'ai envie de l'embrasser, de la toucher, de la prendre dans mes bras. Donc qu'est-ce que je fais de tout ça? Et je peux pas m'en empêcher. Après, je me coince tout seul. Alors, vous allez trier, Fabien. Trier. C'est-à-dire être clair dans votre intention. L'intention la plus pure, là, c'est j'ai envie que ce soit une amie proche. On verra plus tard, mais pour l'instant, le plus important pour moi, c'est ce que j'entends. Vous m'arrêtez si je traduis mal. J'essaie de faire de la traduction simultanée. C'est être en amitié très proche avec elle. D'accord. C'est ça. Oui. D'accord, on est OK. Donc ça, c'est votre intention. Donc si votre intention, elle est là, c'est enlever tous les parasites qui peuvent abîmer la belle amitié. Les parasites, le parasite, c'est lui prendre la main, lui faire des bisous, c'est du parasite dans l'amitié, là, pour le coup. Ça parasite, ça, c'est la friture sur la ligne passe pas bien. D'accord. Donc tout ce qui va aller contre le fait de créer un sentiment plus apaisé, plus dans l'amitié, vous parlez d'échange, enlever tout ce qui encombre et tout ce qui fait que ça l'agace, parce que vous risquez de la perdre, la relation. Ok. C'est à vous là de vous adapter aussi. M'adapter à elle, d'accord. Oui, quand même, parce que vous êtes finalement, elle est en train de vous rejeter. Ok. Alors que, manifestement, elle vous apprécie aussi. Oui. Vous vous appréciez, elle parle de flammes jumelles, donc en fait, chacun apprécie l'autre, abîmez pas ça, et respectez-la, elle dit, parce que vous la touchez physiquement, et donc ça, si elle n'est pas d'accord avec ça, même un bisou, c'est un bisou sur la joue, ou lui prendre la main, c'est un non-respect, on a déjà franchi le territoire de l'autre, vous êtes déjà chez elle, dans son territoire, elle vous dit non, c'est une ligne à ne pas franchir. Le non, faut que vous l'entendiez, Fabien. Non veut pas dire je ne veux pas du tout de relation avec toi, je veux que la relation ait ce cadre-là. Ok. Donc vous devez accepter ce cadre-là. D'accord. Ça, oui, c'est clair pour vous? Oui, je pense à mieux y voir. Voyez, et trier à l'intérieur de vous aussi ce que vous souhaitez. C'est-à-dire le plus important, c'est ce que vous me dites pour moi, c'est d'avoir une belle relation avec elle, assez pure. Que votre cœur brûle à l'intérieur, de façon incandescente, que vous creviez d'envie, de la toucher, de la prendre dans vos bras, n'appartient qu'à vous pour l'instant, Fabien. D'accord. Ça va s'appeler de la séduction après, Oui. Après, Après, vous ferez peut-être le point sur votre couple actuel et d'essayer d'avancer en la séduisant. De longues années devant nous. Je ne sais pas. Il y a Valet de Cœur qui dit, vous dites avoir énormément avec elle. Comment peut-on demander plus sinon en exigeant trop? Oui, c'est joliment dit. Un papillon n'est jamais beau en cage, dit Valet de Cœur. Et puis Claude qui dit, elle n'aime pas les hommes, elle ne supportera pas de la tendresse. Faites-vous une raison.
Une quoi, une raison? Faites-vous une raison. Une raison, c'est raisonner. Donc, ça signifie, se faire une raison, c'est accepter ce qu'elle vous demande d'accepter. C'est que elle a pas envie de contact physique avec vous. D'accord. C'est pas ce qu'elle souhaite. Donc, soyez pas collant, quoi. Soyez pas lourd, comme on dit. Vous savez? Et patient. Pardon? Et patient aussi. Alors, patient veut dire que vous espérez que les choses vont changer. Pourquoi pas? Pas spécialement, mais patient dans le... Ce serait quoi, patient? Dans nos deux comportements, si je puis dire, que nos deux comportements puissent se comprendre. Oui. Et aussi. Donc, apprendre à mieux la connaître, à mieux l'accepter. C'est ça? À écouter un peu mieux, oui. À l'écouter, oui. Et à tenir compte, parce que c'est pas tant, vous savez, on écoute, puis ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, c'est qu'est-ce que je fais de ce qu'elle me dit? Quand elle me dit, ça m'agace comme t'es trop près, ou que tu fais ceci ou cela, qu'est-ce que je tiens compte de ce qu'elle me dit? C'est ça le respect, hein. Le respect, c'est tenir compte de l'autre. D'accord. Donc pensez au respect, Fabien, pour construire une jolie relation. Ok. Merci de nous avoir appelés, Fabien. Je vous remercie à vous. Et vous la voyez demain, donc au travail, on est lundi. Oui. Voilà. Très bien. Donc avec un grand sourire, bonjour, et est-ce qu'elle a passé un très bon week-end? D'accord, ok. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, Fabien. Les bonnes semaines à vous. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Bienvenue. Ça fait 15 jours que je veux vous appeler. Ah voilà. Et un jour ça arrive. Voilà. Et ce qui est très étonnant là, parce que j'écoutais, c'est Fabien qui passait là. Oui, bien sûr qu'on vous entend. Oui. J'écoutais donc la fin de son... Avec Fabien, oui. Oui. Et ce qu'il était, enfin, la relation que je viens d'entamer avec quelqu'un, là, c'est tout nouveau. Oui. J'ai le problème inverse. C'est-à-dire que l'homme que j'ai rencontré, il est comme Fabien. Ah, il est collant, quoi, c'est ça? Il vous touche trop. Voilà. Et il ne tient pas du tout compte de ce que je lui dis. Oui. Et enfin, vraiment, c'est une histoire en parallèle, là. Et ça m'aide beaucoup à... On va peut-être appeler Fabien, ça va, c'est pas lui, non, je plaisante. Non, c'est pas lui, mais ça m'aide parce que je vois l'autre côté, enfin... ça m'aide à raconter les choses, quoi. Oui, je comprends, oui. Voilà, donc j'ai rencontré, j'ai déménagé, enfin, je suis en cours de déménagement en Bretagne. Oui. Et j'ai rencontré, donc, début août, quelqu'un, un homme, je suis seule depuis 9 ans, hein. Enfin, j'ai souvent été seule, mais je n'ai pas de relation depuis 9 ans. Et qui il me plaisait de loin comme ça, mais il m'a entrepris, il était très entreprenant. Et c'est vrai que je le trouve, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et il y a ce phénomène là de toucher, de rentrer dans, de ne pas de pas tenir compte de ce que je dis au niveau corporel, qui fait que effectivement, moi j'ai envie de le rejeter. Oui, oui, on repousse quand on est agacé. Ouais, et non seulement agacé, mais pas entendu. Alors au début, c'est vrai que j'étais un peu timide sur la chose, je savais pas trop comment gérer. Et puis après, c'est vrai que j'ai été quand même très claire, quoi. Je voulais pas que. Et lui, il comprenait pas. Il comprenait pas. Mais ça rentrait. J'avais l'impression que ça rentrait pas dans son entendement. Donc ça me pose un petit peu de soucis. Et depuis que je suis quittée la Bretagne là depuis 2 semaines, et on est encore en relation téléphonique, mais un jour je me dis oui, je veux continuer avec essayer quoi, et le lendemain je dis non, c'est pas possible. Enfin je suis complètement. Qu'est-ce qui fait, vous pensez, Estelle, qu'il n'entend pas quand vous lui dites stop, ça suffit, ou c'est trop, pas maintenant, pas comme ça? Est-ce que par exemple dans la relation sexuelle,
il vous écoute ou pas du tout non plus? Est-ce que c'est plutôt dans la journée quand il vous colle à un moment donné ou pour vous c'est pas votre moment? Ou est-ce que c'est aussi sur le terrain du couple, dans la vie intime, dans la relation sexuelle? Eh ben c'est bon, déjà on n'a pas eu complètement de relation sexuelle. Et parce que je voulais pas déjà à la base. Oui. Je voulais pas démarrer comme ça. Et oui, ça fait un mois. Oui. Ouais. Et il était sans cesse en train de demander de dormir avec moi. C'était comme un peu un leitmotiv, quoi. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il ne m'écoute pas? C'est que de toute façon, à chaque fois, je lui dis, mais non, je veux pas que tu me touches. Enfin, et ben non, il recommence 2 minutes après, le lendemain pareil. Et... Vous voulez bien qu'il vous embrasse et qu'il vous prenne dans ses bras de temps en temps ou jamais? Mais là, quand je dis qu'il me touche, c'est voilà, il me met la main sur les seins. C'est pas juste. Je te prends la main. Il est pas très délicat, quoi. Un peu brut de décoffrage, quoi. Voilà, exactement. Donc j'accepte qu'on va faire des balades, on se prend la main. J'accepte. D'ailleurs, dès qu'il arrête. Un jour, j'ai dit non, c'est bon, va-t'en. Et moi, après, je peux faire une avance tranquille. Ouais, quand il arrête, bien sûr. Moi, je me sens d'avoir du désir. Bien sûr, mais expliquez-lui que lui qui est un homme de la... Oui, mais prenez des images, des métaphores qu'il soit capable de comprendre. Prenez des images ailleurs qu'il comprenne. Dites-lui que quand il allume un feu dans la cheminée, quand il met plein de papier, plein de bûches en même temps, le feu, il s'étouffe. Donc, s'il met trop de pression et trop d'action, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de femme, il n'y a plus rien. Il faut qu'il comprenne qu'il est étouffant. Demandez-lui en riant s'il sait allumer un feu et s'il sait faire un feu de cheminée. Parce que manifestement, s'il sait faire un feu de cheminée, il va comprendre là. Oui, faire plus des images, quoi. Oui, servez-vous, parce que là, il n'entend pas parce que il risque d'être blessé dans son désir. Et ce qu'il n'entend pas, c'est que lui, ce qu'il voit, c'est qu'il vous désire, il voit pas en quoi c'est mal. Et c'est vrai. Enfin, voilà, c'est exactement ça. C'est ce qu'il vous dit, j'imagine. Oui, il est heureux. Mignonne. Voilà, pourquoi, oui. Et moi, je sais pas quoi répondre à ça, tellement ça me paraît irrespectueux. Oui, parce que c'est dans la façon de faire. Il comprend pas qu'il y a une histoire de façon et il a besoin que vous lui appreniez. Quelquefois, ça arrive, Estelle. Cet homme, on va dire qu'il n'a pas été éduqué ou reçu d'éducation dans ce domaine-là, et que dans les deux sens, autant une femme dans l'amour, une femme éduque. Alors peut-être le mot est mal choisi, mais on apprend. Il y a de l'apprentissage des deux côtés. Dans un sens comme dans l'autre, c'est ça que je voulais dire, autant homme que femme, et que là, cet homme-là, je sais pas quelles sont ses histoires sentimentales ou ce que les femmes ont accepté avant, mais il n'y a pas eu d'apprentissage de comment on parle à une femme, comment on l'embrasse, voilà. Donc il sait pas faire manifestement. Et si vous l'aimez bien et que vous entendez bien, peut-être qu'à ce moment-là, ça vaut le coup de lui apprendre sans le rabrouer comme un gamin parce que vous l'infantilisez, il trouve ça castrateur et il n'entend pas parce qu'il ne veut pas entendre, parce que ça le blesse. Et que c'est vrai que c'est pas juste parce que c'est pas non plus un gamin, c'est un homme. C'est un adulte, donc peut-être que vous pourriez lui dire, écoute, moi j'ai très envie de toi et envie que tu m'embrasses et qu'on s'embrasse quand tu me mets moins de pression. Mais voilà, j'aimerais bien que tu comprennes un peu comment faire autrement. C'est pas que je te veux te repousser, ou c'est pas que j'ai pas envie de toi, ou c'est pas que tu me plais pas. À la fois dans un sens, faut le rassurer pour qu'il puisse entendre, parce que lui n'entend du coup que le rejet, ce qu'il ne veut pas entendre. En même temps, j'ai fait ça. J'ai pas dit, mais j'ai fait. J'ai fait 2-3 actes. Donc. C'est-à-dire en partant, par exemple. Non. Par exemple, j'ai un moment où justement il est calme. Où il n'est pas dans cette pression-là, je l'ai embrassé tout doucement, des choses super. comme ça. Il a bien aimé, là. Ou alors, je lui dis,
il posait sa main, je trouvais ça bien. J'ai dit, tu bouges plus. Des choses, plein de petites choses comme ça, très sensibles. Oui, très sensuelles. Il a compris, il a adhéré et il a aimé. Ah, et bien il a aimé, voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est un aspect très positif. C'est intéressant, Estelle. Ça y est, vous avez déjà compris où ça se situe. Et donc, il est très heureux que vous prenez-lui la main, emmenez-le avec vous sur le chemin, justement, de la sensualité, de la découverte. Voilà, oui. Il est un peu, l'image qui me vient un peu chien fou, quoi, tout content. Il accueille, en tout cas, il accueille et il ressent. C'est ça le plus important. Et ça, c'est vraiment très, très bien, oui. Estelle, là, c'est vraiment... je trouve l'élément le plus important. Ça veut dire qu'il en demande et qu'il apprend et il est d'accord pour apprendre. Donc quand vous me dites il n'entend pas, si il entend. Oui, c'est vrai. Il entend la preuve. C'est que par moment, il a en même temps aussi très envie de vous. Alors là, ça fait 1 mois. Vous allez peut-être pas le faire attendre trop longtemps non plus, si? Non, mais ça fait 1 mois. Ah, parce que là, vous ne voulez toujours pas passer la nuit avec lui? J'ai déjà passé plusieurs nuits avec lui, mais j'ai eu le même problème. C'est-à-dire? Il n'a pas de... Enfin, il me laisse pas tranquille 2 secondes, quoi, et ça m'a plutôt dégoûtée, quoi. Je dis, pas tranquille, mais vous n'avez pas voulu faire l'amour avec lui? Non, les fois où on a dormi ensemble, on n'était pas, non. C'est vous qui avez dit non? Oui. Et pourquoi vous le sentiez pas, ou quand vous dites ça m'a dégoûté, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? C'est un peu... Non, mais c'est important qu'on en parle, là, Estelle, parce que c'est le nœud du problème, là. Il me disait, ok, on va dormir ensemble, on fait pas l'amour, d'accord, pas de problème, bref. Il se frottait contre moi, quoi, et ça me... Mais oui, il valait mieux. Oui, alors, vous voyez, c'est-à-dire... J'arrivais pas. Oui, parce que vous aviez décidé quelque chose et vous sentez qu'il respecte pas ce que vous avez décidé. Ouais. Mais en fait, il y arrive pas. Voilà, parce que il vous désire beaucoup, cet homme. Donc c'est du coup un jeu un peu ambigu, voire peut-être presque un peu cruel pour lui. Parce qu'il sait pas faire. Soit vous dormez avec lui et vous faites l'amour et vous acceptez, soit vous dormez pas. Vous êtes plus des ados, hein. Je veux dire, c'est bien de dormir avec un homme dans son lit à 20 ans sans faire l'amour, mais non, mais bien sûr qu'on peut le faire adulte aussi. Je plaisante, mais là, vous voyez, il est en totale frustration et il essaye. Moi, je voyais pas ça comme ça, en fait. C'est vrai que j'avais pas pris en compte qu'il ne pouvait pas faire autrement, quoi. Ouais. Moi, c'est vrai, je me disais, mais il me respecte pas du tout, quoi, pas du tout. Et moi, du coup, vous l'avez pris contre vous. Moi, je crois qu'il peut simplement pas faire autrement parce qu'il vous désire et que, en même temps, il a tellement envie d'être contre vous qu'il a accepté le deal avec vous de passer la nuit sans faire l'amour. Donc, il a dit d'accord. Donc il se retrouve là, puis tout d'un coup, chasser le naturel, ça revient au galop, ou la nature plutôt, et puis voilà, et puis il s'est pas conduit comme vous auriez aimé qu'il se conduise, et mais en même temps il a respecté l'accord. Ouais. Et vous, ça vous va pas. Là, c'est délicat parce que c'est le mettre dans la tentation la plus extrême. En même temps, parce que c'est vrai, je dis les choses petit à petit, mais je pensais pas m'étaler comme ça. Non, mais on est là pour ça. Oui. En même temps, j'ai laissé quand même la porte ouverte parce que même si ça me plaisait pas, ce geste de se frotter comme ça tout le temps, il y a d'autres moments, parce qu'on a passé 3 soirs ensemble à des moments différents du mois, et à un moment, j'ai laissé aussi la porte ouverte. Je me suis laissée aussi aller, me suis ouverte, voilà, à lui. Et là, ça n'a pas fonctionné. Ah tiens, c'est intéressant. Là, il a perdu ses moyens. Ouais. Il a eu peur, ouais. Ouais, alors il m'a dit t'inquiète, parce que j'en ai reparlé. Oui. Avec lui, il me dit t'inquiète pas, c'est comme ça au début, ça va passer. Oui, voilà. je reprends donc,
Bien sûr. Voilà. Je reprends le message de Sergio. Il faut juste apprivoiser l'autre, son corps, son être, son désir. Prendre le temps de s'apprivoiser. Oui, c'est très important. Oui, surtout que plus on avance dans l'âge, c'est pas une histoire de mécanique, c'est-à-dire de plus avoir 20 ans et que ça fonctionne pas aussi bien. C'est que on est plus impressionnable et presque plus impressionné en étant adulte. Enfin, après 40, 50 ans, vous dites, vous n'avez pas eu de relation depuis 9 ans. Donc ça doit drôlement vous impressionner quand même de faire l'amour après 9 ans, non? C'est un peu au début quand j'ai vu qu'il me prenait la main et qui commençait à me draguer, entre guillemets. Mais après, ça... Non, j'étais moins... J'étais pas tant impressionnée que je l'aurais cru, voilà. D'accord, donc finalement c'est comme le vélo, ça va bien. Ça, exactement, c'est comme la bicyclette. Par contre, lui, vous voyez, tant que vous le repoussez ou vous lui mettez une barrière, il a un désir qui prend corps. Et puis dès que c'est autorisé, tout d'un coup, il perd un peu de moyens. Donc il va falloir l'aider, l'accompagner, sans doute avec beaucoup de tendresse et d'ouverture, parce que c'est peut-être un homme qui arrive de très loin dans la frustration et que son désir est lié à de la frustration. Alors je ne sais pas si vous connaissez son histoire avant, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a beaucoup de frustration chez lui qui fait qu'il a beaucoup retenu et donc il est très pressant. Mais par contre, quand c'est autorisé, il sait plus faire parce que lui, ce qu'il connaît, c'est la frustration, beaucoup plus que l'autorisation. Vous connaissez son histoire précédente ou pas? Oui, un peu. Ouais. Il a été avec une femme pendant plusieurs. Et comment ça se passait? Il m'a dit que les 10 dernières années, ils faisaient plus rien ensemble. Et donc après, ils se sont séparés. Oui. Voilà. Donc beaucoup sans doute de frustration. Ouais. Donc il avait été voir ailleurs. Enfin, c'est pas non plus. C'est quelqu'un d'assez dragueur quand même. Voilà. Oui. Il y a Cathy qui dit, moi je comprends pas, je trouve que vous lui menez la vie dure à cet homme. Est-ce que vous l'aimez, demande Cathy. Je sais pas justement. Je sais pas et je voulais pas entamer une relation sexuelle directe. Oui. Comme ça, avant de le connaître mieux, de l'apprécier mieux, d'aller doucement, quoi. Voilà. Donc vous vouliez aller plus tranquille, plus doucement. Mais en quoi? Et je me suis fait surprendre parce qu'il était tellement entreprenant. J'ai jamais vu un homme comme ça. Oui, mais moi, j'en ai pas rencontré des comme ça. Aussi entreprenant. Voilà. En tout cas, c'est bon signe, c'est qu'en même temps, ça lui plaît. Oui, il m'a rassurée. Oui, de ce côté-là, il m'a. Voilà, il vaut mieux ça que le contraire. Mais en même temps, Estelle, en quoi le fait d'avoir une relation sexuelle avec lui empêche le fait de se rencontrer cœur à cœur, corps à corps? Parce que la sexualité, c'est aussi ce qui nourrit entre adultes, une relation, la connaissance de l'autre, de façon d'ailleurs très intime, et la peau, et l'odeur, et les façons de faire, et puis toutes les confidences qu'on se fait, après, avant, pendant, après sur l'oreiller, tout ça nourrit. Et en quoi ça va empêcher, voyez, parce que là, vous me faites penser à une jeune fille de 15 ans ou de 20 ans. Au tout début, on se dit, j'attends de connaître un peu parce que je donne pas mon corps comme ça au premier venu. Mais là, c'est pas le premier venu, ça fait un mois que vous vous fréquentez, que vous avez flirté. Bon, c'est important aussi d'aller dans cette connaissance. C'est-à-dire que moi, dans mon passé, j'ai été très spontanée et... enflammée, spontanée. Et quand j'étais amoureuse, je fonçais, quoi. Oui. Et donc, je me suis pris pas mal de baffes. C'est qu'après, moi, j'ai pas construit de vie de couple, du coup. Oui. Et donc, je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse un peu comme les autres. Depuis quelques années, je m'étais dit, il faut un peu inverser la machine et justement ne pas faire l'amour tout de suite avec la personne. C'est le constat que j'ai fait, puis l'expérience que j'ai voulu faire aussi. Pour pouvoir mieux construire. Pour pouvoir mieux connaître l'autre. Et il y a et déjà on peut aussi très bien se connaître et flirter et prendre du plaisir sans faire l'amour déjà. Et parce que moi je suis très sensuelle et voilà. Et
par contre, il y a quelque chose aussi qui m'a fait peur. C'est que quand j'ai fait l'amour avec un homme, je suis attachée. Vous vous attachez à lui. Voilà, c'est un moment important pour vous. Je suis dépendante, attachée, accro, je sais pas comment expliquer. Et donc j'ai très peur de ce passage à l'acte. Maintenant que ça fait 9 ans, j'ai une vie affective tranquille, peinarde, on va dire. C'était pas le cas tout le temps, tout le reste de ma vie affective. Et finalement, maintenant que j'ai passé le cap, j'ai pas d'enfants, j'ai passé le cap du couple, l'envie du couple, l'envie des enfants, etc. Franchement, j'ai une vie agréable et sans souci au niveau des hommes et de l'affectif. Et j'en étais là quand je l'ai rencontré. Il vient déranger tout ça, lui. Donc je lui ai dit qu'il venait déranger tout ça. Mais en même temps, c'est vrai qu'il me flatte et tout, ça me fait du bien aussi. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais pas faire l'amour tout de suite avec lui, en gros. Oui, justement, il y a Olivier qui se posait la question en vous écoutant. Est-ce que le fait d'être désirée est flatteur? Est-ce que ce serait pas parce qu'elle cherche elle cherche plus ça que l'amour charnel à être désirée? Ça n'a rien à voir. Non. Mais là, je comprends en même temps qu'on vous dit, bah oui, j'étais peinard et tout ça me bouscule un peu. Mais finalement, dans votre refus, vous êtes encore finalement beaucoup plus bousculé que si vous acceptiez. Parce que qu'est-ce qui vous dit que... Vous voyez, d'un côté, vous dites, je ne sais pas si je l'aime, mais si je fais l'amour avec lui, je suis sûre de tomber amoureuse. J'ai peur d'être attachée. C'est pas tomber amoureuse, c'est être accro et attaché, c'est pas le même. Et donc de souffrir, ordre, c'est toujours cette éternelle et même histoire dont on rêve. Vous voyez, mais alors ça, ce serait peut-être une des grandes histoires de la libre antenne, c'est rêver de tomber amoureux, d'avoir une histoire d'amour, mais ne pas en vouloir de peur de souffrir. Et c'est impossible, Estelle, c'est pas que c'est impossible de ne pas souffrir, heureusement qu'on ne souffre pas à chaque fois, mais c'est pas une assurance vie. Et il n'y a pas de système d'assurance sur l'amour. Donc l'amour, c'est un risque, oui, bien sûr, mais quelle tristesse de ne pas prendre le risque pour, voyez, de se refuser de le vivre. Vous dites, ok, je suis peinard, et en même temps, j'ai été très passionnée. Soit vous dites, ok, moi, je préfère rester peinard, et l'amour, c'est plus pour moi, parce que je suis plus tranquille comme ça. Soit vous y allez, quoi. Mais le problème, c'est que je suis dans les deux en même temps. J'arrive pas à me décider. Mais ne décidez pas, vous n'avez pas décidé. Vous avez à accepter ce que la vie vous propose. Dites oui. Dites oui à ce que la vie là vous propose, puis vous verrez. Vous verrez ce qui se passe à ce moment-là. Parce que là, il y a plein d'idées préconçues. Vous voyez, il y a cet autre problème que posent les relations amoureuses, c'est qu'on voudrait décider en amont. Bien sûr qu'on va choisir, on va poser un acte, on va accepter quelque chose. Et je reprends mon introduction, on va être dans l'accueil de l'autre. Mais on va pas pouvoir décider tout seul si ça va marcher ou pas. Personne ne le sait, même pas l'autre non plus. Vous allez bien le découvrir à deux, ça. C'est ça la surprise de l'amour, c'est de le découvrir à deux. Et pour le savoir, voilà, il faut se rencontrer vraiment. Alors, est-ce qu'il y a relativement d'éléments ou pas qui vous permettent de dire à l'heure actuelle, oui, j'ai un peu envie de mieux le connaître, de continuer. Là, après, c'est vous connaître bien, Estelle, et savoir si au plus profond de vous, les moments, les éléments partagés avec cet homme, il y a plein de choses qui vous disent, tiens, j'aimerais bien aller plus loin, j'aimerais bien le connaître plus, j'aurais envie d'eux, ou non, finalement non. Si, j'ai bien envie de le connaître plus, j'ai bien envie de partager des choses avec lui. Mais c'est vrai que je ne sais pas si je suis amoureuse ou pas, parce que le fait d'être flattée tout le temps, oui. Me donne des ailes. Mais est-ce que je suis pas sûre que du coup vous l'aimiez? Voilà, exactement. C'est extra. En fait, oui, mais non, je dis c'est extra parce que c'est très féminin. C'est-à-dire, comme il ne me fait pas souffrir, il n'est pas désagréable, je suis pas sûre d'être dingue amoureuse. Oui, mais il y a un peu de ça quand même. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais quand on est flatté, évidemment.
Quand on est flatté au niveau, évidemment qu'on est bien. Bah oui. Avec l'autre. Oui. Mais ça veut pas dire qu'on apprécie la personne. Voilà. Ça veut dire qu'on aime plus. On aime plus les compliments vous aimez plus les compliments qu'il vous fait que la personne elle-même. Ouais, c'est la question que je me pose. Oui, parce que parce qu'il me fait sourire, etc. C'est vrai. Estelle, parce que amoureux, on apprend, on tombe amoureux petit à petit. C'est pas quelque chose qui est donné d'emblée. Ah moi c'était souvent comme ça d'emblée. Ah c'était la passion et ça, la passion, ça brûle et ça dévore et ça dure pas trop longtemps en général parce que ça consume vite. Là, il est en train de vous tourner autour, de vous séduire, de finalement aussi de se comporter en tant qu'homme avec vous. Et ça, vous connaissez pas manifestement. Non. C'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Ah mais c'est ça qui est formidable, c'est que c'est nouveau, Estelle. Là, ça vaut vraiment le coup. Vous voyez, parce que la question, vous allez y répondre beaucoup plus tard. Ouais. Vous pouvez pas dire est-ce que je suis amoureuse tout de suite parce qu'effectivement il n'y a pas cette tension et ce manque qu'il y a dans la passion où c'est dur, c'est fort et tout de suite on est très amoureux. Donc là vous allez le savoir plus tard, c'est plus doux, il vous flatte, etc. C'est très nouveau. Mais laissez-vous porter. Décidez rien, ne décidez rien. D'accord. C'est une expérience. D'accord. Voilà, vous me rassurez beaucoup. Ouais. Vous nous donnerez la suite, d'accord Estelle, parce qu'on doit se quitter là. Bonne nuit à vous, faites de beaux rêves d'amour. Je vous embrasse, au revoir. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une très belle nuit et une très belle semaine. On se retrouve vendredi prochain à 23h et je vous laisse en compagnie de Nikos Aliagas avec son émission De quoi j'ai l'air.